Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au groupe Média du Sud. Également, merci de votre fidélité sur les ondes de la 89.3. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Dambodj du QCMC Authentique, mais également Dambodj de la coalition Le Peuple. Avec lui, nous allons aborder beaucoup de questions au cours de cet entretien. Monsieur Dambodj, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir permis de m'adresser à vos téléspectateurs et vos auditeurs et à m'adresser à toute la communauté ziguinchoroise. Parfait. Monsieur Dambodj à Ziguinchor, pour ne pas dire en Casamance, quelles sont les raisons de votre présence ici, plus précisément à Ziguinchor? Une tournée économique, politique ou bien syndicale? Merci, c'est une tournée syndicale pour rencontrer les enseignants de la région de Ziguinchor. Une tournée de 10 jours qui m'a permis d'aller visiter les établissements du département de Bignona où nous avons passé 72 heures de communion avec les enseignants. Ensuite, nous avons fait cap sur Ziguinchor où nous venons de boucler nos 72 heures également. Nous avons visité l'ensemble des établissements du moyen secondaire et même certains établissements de l'élémentaire au niveau du département de Ziguinchor. Et dès ce soir, nous allons aller à Oussouye où nous allons également faire 72 heures pour rencontrer les enseignants membres de notre organisation et même ceux qui sont membres d'autres syndicats. Parce que nous ne nous prenons plus nous ne nous considérons plus comme un secrétaire général d'une organisation syndicale, mais nous sommes un leader dans le secteur de l'éducation et de la formation et nous considérons que tous les enseignants sont sous notre responsabilité au plan syndical. Donc nous sommes là pour recueillir les préoccupations des enseignants et également partager avec les enseignants les perspectives que nous avons stabilisées au niveau de notre organisation et leur donner l'opportunité de s'adresser à nous et de faire leurs appréciations par rapport à nos prises de position au niveau national, et également de pouvoir donner leurs orientations parce que nous parlons en leur nom. Donc le minimum, c'est de les écouter et de pouvoir prendre en charge correctement leurs préoccupations. Justement, leurs préoccupations, M. Mbodj, on cherche mine vers des élections. Où en est le QCMS Authentique? Merci, le QCMS Authentique se porte bien. Certes, Dambodj est un dirigeant d'une grande envergure maintenant au Sénégal, mais le QCMS Authentique vient de faire juste 3 ans. Nous sommes nés le 21 novembre 2017, donc c'est très récent. Nous avons commencé à travailler presque en 2018. Les élections passées, nous n'y étions pas parce que j'étais dans un conflit au sein de notre organisation, le QCMS. C'est après les élections qu'on a créé le QCMS Authentique. Nous nous positionnons sur le champ syndical. Les enseignants nous font confiance parce que notre discours rassure. Les enseignants, partout dans le Sénégal, les enseignants nous reprochent simplement de ne pas nous déplacer trop pour les voir au niveau des différentes localités. Nous l'avons déjà commencé dans la région centre avec Kaolack et Fatick. Nous avons fait Louga, nous avons fait Dakar et une bonne partie de la région de Thiès. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor pour faire les 3 départements. Et dès que nous allons rentrer sur Dakar, nous allons faire cap sur le nord pour aller à Saint-Louis, Dagana, Matam et toute cette zone où les enseignants nous attendent. Donc, et aujourd'hui même, encore une fois, nous pensons même qu'on va prolonger un peu notre visite vers Goudomp parce qu'il y a une pression terrible sur nous pour qu'on puisse passer par Goudomp avant de rentrer. Donc vraiment, les enseignants nous font confiance. Donc les enseignants nous attendent partout dans le pays. D'ailleurs, moi, les attentes sont énormes. Parfois, ça me donne des frissons. Tellement les enseignants veulent me voir, veulent échanger avec moi et vraiment partager des moments de réflexion avec moi. Donc ça, c'est rassurant. Mais c'est une lourde mission, même si elle est exemptante, cette mission. Mais les enseignants, franchement, nous font confiance et ça nous rappelle un principe très élémentaire que quand les gens vous font confiance, la responsabilité devient lourde. Maintenant, nous saurons vraiment mériter cette confiance et nous pensons que la donne est en train de changer.
Certes, en 2017, il y avait des syndicats déclarés représentatifs au niveau national, mais nous avons l'intime conviction, si la situation se maintient, en tout cas avec la tournure que la situation syndicale est en train de prendre, nous sommes convaincus que le CUSEMS authentique sera à la table de négociation, Inch'Allah, en avril prochain, lors des prochaines élections de représentativité syndicale. Ce que nous demandons tout simplement, que les élections se tiennent à date échue, en avril 2022, que les élections ne soient pas repoussées. C'est la première condition que nous allons exiger. Et ensuite, que les élections soient organisées en toute transparence et qu'il y ait une neutralité de l'administration. Vous craignez quelque chose ou bien? Oui, effectivement, parce que tout le monde sait que Dambo dérange. Je suis le syndicaliste qui dérange le plus le gouvernement, qui dérange le plus le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il appelle même certains médias pour leur demander de ne pas inviter Dambo, parce qu'ils disent qu'ils m'invitent trop. Et ils demandent même à certains médias, ils leur indiquent les dirigeants à inviter. Ça veut dire que Dambo dérange. Mon discours dérange parce que mon discours est véridique. Parce que moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Quand j'ai des convictions fortes, je les assume et je les développe et je me positionne dans le sens de la vérité. Et puisque nous sommes en face d'un pays où souvent, si c'est pour l'État, ils n'aiment pas les gens qui disent la vérité, donc Dambo dérange. On est même en train de me diaboliser pour dire que je suis un politicien, alors qu'ils savent que je ne suis pas un politicien, mais je suis politique. Donc vraiment, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Machallah, nous remercions le bon Dieu parce que la situation que vit le CUSEMS authentique va au-delà de nos attentes. Parce que nous, on ne pensait pas en un temps aussi vite pouvoir bousculer la hiérarchie et être vraiment cité parmi les syndicats qui comptent dans notre secteur, l'éducation et la formation, grâce aux responsables du CUSEMS authentique. Aujourd'hui, ici à Ziguinchor, et même dans le département de Bignona, nous avons pu installer des responsables dans tous les établissements du moyen secondaire. Ici à Ziguinchor, à part 2 ou 3 établissements, nous avons des responsables partout et nous avons un bureau départemental qui est dirigé par le camarade Cheikh Cissé du CEM Malik Fall, un brillant enseignant entouré de brillants enseignants, parce que nous, le CUSEMS authentique, nous sommes la crème. Les enseignants qui sont bons préfèrent rejoindre le CUSEMS authentique parce qu'ils pensent que c'est le CUSEMS authentique qui pose les véritables questions pour faire avancer l'école sénégalaise, qui pose des véritables vraiment questions pour un développement de notre système d'enseignement. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de la marche du CUSEMS authentique. Néanmoins, il y a des choses à corriger. Vous l'avez tantôt dit, la donne est en train de changer, mais on reconnaît qu'il y a des choses à corriger. Selon vous, quels sont les points faibles à corriger dans la lutte syndicale, notamment le syndicalisme d'enseignants ici au Sénégal? Non, le syndicalisme enseignant est au creux de la vague. Nous avons énormément de difficultés parce que d'abord, ce que l'État du Sénégal a réussi, c'est de nous diviser. Ils ont organisé des élections en 2017 avec comme intention de semer la zizanie dans nos rangs, de nous diviser et d'avoir des syndicats qui leur sont favorables et de neutraliser les syndicats qui défendent correctement les enseignants. C'est pourquoi moi je pense que, comme je le dis toujours, le salut des enseignants, c'est dans l'unité. Nous devons avoir le courage de nous parler, toutes les organisations syndicales, de faire preuve de dépassement et vraiment de pouvoir identifier les goulots qui étranglent notre système et ensemble de faire face au gouvernement qui n'a que du mépris pour les enseignants. Parce que quand on entend le président Macky Sall parler de l'école, on voit nettement que sa priorité, ce n'est pas l'école. Et quand il parle de l'école, on voit qu'il stigmatise les enseignants, il sous-estime les enseignants. Donc le président Macky Sall n'a que du mépris pour les enseignants. Donc si nous les enseignants, nous sommes divisés, mais malheureusement pour nous, nous allons en pâtir. C'est pourquoi moi, mon intime conviction est que l'émiettement syndical est un frein au règlement des problèmes auxquels notre système d'enseignement est confronté, mais surtout au règlement des problèmes des enseignants, surtout que des accords ont été signés avec le président Macky Sall depuis 2014 et ces accords ne sont pas matérialisés parce que le président Macky Sall sait que nous sommes divisés. Mais le jour où on aura tous les dirigeants du mouvement syndical enseignant qui seront autour d'une table et qui accepteront de taire les divergences
et qui accepteront d'aller ensemble, le président Macky Sall va trembler dans son palais parce qu'il comprendra qu'il aura en face de lui une crise sérieuse. Entre vous, est-ce que ce serait possible de vous réunir quand on sait les faits qui se sont déroulés ici? Pensez-vous espérer un jour retrouver votre monde en tant que tel? Oui, moi j'ai toujours dans la vie, moi je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas dans un optimisme béat, mais je reste optimiste qu'un jour les choses vont changer. Parce qu'encore une fois, ce qui importe, c'est l'enseignant. Si nous sommes convaincus que c'est dans l'unité seulement qu'on peut bien défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres, nous n'avons aucune autre alternative que de nous unir. Donc moi, j'ai de l'espoir. Je pense que dans l'avenir, nous saurons avoir des dirigeants, nous aurons des dirigeants qui oseront vraiment de franchir les clivages que nous avons au plan syndical et aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être ensemble, de mettre en place une unité d'action, de dérouler ensemble une plateforme revendicative et de faire face au gouvernement. C'est ça aujourd'hui, vraiment, ce qui est l'objectif à atteindre. Moi, je ne vais pas désespérer de la volonté des enseignants d'aller dans ce sens. Donc, c'est puisque moi, j'ai fait un appel à tous mes camarades syndicalistes. Je leur ai dit à ma sortie de prison, quand j'ai été mis en garde à vue et qu'ils ont lancé un mot d'ordre suivi par tous les enseignants du Sénégal qui ont exigé ma libération. J'ai salué vivement cet élan solidaire et lorsque j'ai été libéré, j'ai dit aux camarades enseignants que si aujourd'hui j'ai été libéré, c'est parce que vous êtes ensemble. Le mot d'ordre a été lancé par le G20, mais le G7 l'a soutenu. Et c'est pour cette raison que le régime a reculé. Parce que les chefs d'accusation étaient vraiment très corsés. Parce qu'on m'accusait d'avoir défié l'autorité préfectorale qui avait interdit notre manifestation en mars. Et on m'avait également accusé d'avoir défié la décision administrative qui interdisait donc, le rassemblement pendant la pandémie. Et on y a ajouté un autre chef d'accusation, menace de trouble à l'ordre public. Donc, oui, effectivement, parce qu'ils savent que vraiment toutes ces accusations-là étaient des accusations vraiment tirées par les cheveux. Moi, je n'ai jamais défié qui que ce soit parce que la Constitution nous donne le droit de manifestation. Donc, nous ne sommes pas dans le régime d'autorisation, mais dans le régime déclaratif. Donc, on a déclaré dans les délais, donc 72 heures au minimum, mais donc nous pensons que le préfet de Dakar n'avait pas le droit d'interdire notre manifestation. Donc, vraiment, tout compte fait, ce qui est important, c'est que lorsque j'ai été gardé à vue, les enseignants se sont mobilisés, ont exigé ma libération et l'État du Sénégal était obligé de respecter cela. Et à la sortie de prison, j'ai dit aux Sénégalais et j'ai dit aux enseignants de manière générale que le signal que nous avons reçu à travers ce qui s'est passé, c'est que si nous sommes ensemble, tout reste possible. Donc moi je demande et je lance à travers votre tribune encore une fois ici à Ziguinchor, à tous les camarades enseignants que nous devons rester ensemble. Et je le lance également à tous les camarades syndicalistes, tous les secteurs généraux de syndicats, que nous devons nous parler, taire nos divergences, faire preuve de dépassement et aller à l'unité pour faire face à ce gouvernement qui n'a aucun respect, aucune considération pour les enseignants. Dame Bodj s'appelle le secrétaire général du QCM Authentique. Nous parlons toujours éducation. Monsieur Dame Bodj, quel modèle éducatif à l'image de notre identité proposeriez-vous au ministère de l'Éducation? Merci, c'est ça la vraie question que les Sénégalais doivent se poser. L'école doit être au chevet de la société. Le rôle de l'école, c'est de régler les problèmes de société. Quand une école ne peut pas régler les problèmes de la société, ce n'est pas une école. Maintenant, malheureusement pour le Sénégal, en 1960, lorsque le Sénégal devenait un État indépendant, l'école étant une école coloniale, on devait réformer notre école et avoir une école arrimée sur nos valeurs, une école sénégalaise. Mais malheureusement, nous avons gardé cette école coloniale qui est fortement arrimée sur les valeurs de la République française, donc une école qui n'a rien à voir avec le Sénégal, qui ne nous parle pas, une école qui n'a rien à voir avec nos réalités socio-culturelles.
C'est ça donc le premier défi du Sénégal. Le premier défi du Sénégal, c'est de réformer l'école sénégalaise. Et en quoi faisant? D'abord, la première chose, moi je n'ai jamais vu dans le monde un pays qui a un système éducatif performant, mais dont les enfants apprennent à la première étape à partir d'une langue étrangère. Nous avons une école extravertie. Cette école, c'est une école de la France. Ce n'est pas une école du Sénégal. C'est une école française enseignée au Sénégal. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on réforme l'école et que nos enfants apprennent à partir de la langue. Je ne parle pas d'alphabétiser nos enfants parce qu'ils ont les langues qu'ils maîtrisent. Mais que chaque enfant puisse apprendre à partir de la langue qu'il maîtrise dans son milieu, qu'on appelle la langue matricielle. Je ne parle pas d'ethnicisme. Nous voulons qu'un enfant Djola qui est au Fouta, même s'il est issu de parents Djola, mais il est au Fouta, parce que ses parents travaillent au Fouta, que cet enfant parle Pulaar, que cet enfant Djola puisse apprendre avec le Pulaar. Que la même chose, un enfant Wolof qui est à Dakar, qui travaille ici à Ziguinchor, ou à Impact, ou à YouTube, que son enfant, même si lui il est Wolof, et que son enfant parle Djola, que son enfant puisse apprendre à partir du Djola. Parce que c'est des langues codifiées, et cet enfant-là va apprendre plus vite. Parce que tous les pays du monde qui sont devant sur le classement de Singapour, qui est un classement respecté, c'est des pays dont les enfants apprennent à partir de, la langue qu'ils maîtrisent. C'est seulement des pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, les pays qui sont sous la coupole de la France, qui sont sous la dictée de la France. Ce ne sont que ces pays-là qui continuent à apprendre avec la langue française à la première étape. Je ne dis pas qu'on ne va pas apprendre la langue française, mais à la première étape, c'est-à-dire au niveau du préscolaire et de l'élémentaire, au niveau de la base, qu'on puisse permettre à cet enfant d'apprendre avec sa langue. Maintenant, quand il aura maîtrisé les contenus de la première étape, il pourra maintenant s'ouvrir, comme Senghor le disait, dans la civilisation de l'universel, le donner et le recevoir. Maintenant, en ce moment, l'enfant pourra apprendre le français, apprendre l'anglais et même apprendre le chinois. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans la réforme que nous proposons, nous, le QSEMS authentique, mais il faut introduire l'apprentissage du chinois. Parce que le chinois est devenu une langue économique. Et aujourd'hui, l'importance qu'on donne aux Français doit régresser dans notre pays et prendre notre courage à deux mains comme Paul Kagame l'a fait. Parce que Paul Kagame a fait régresser le français en mettant l'anglais. Et pourtant, malgré ça, quand il est en visite en France, il est respecté. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a osé, quand le président Macron lui a envoyé un ministre pour aller l'accueillir à l'aéroport, lui aussi, quand le président Macron est allé au Rwanda, il lui a envoyé un ministre pour aller l'accueillir à l'aéroport. Moi, je rêve d'un Sénégal qui a un président qui va appliquer la réciprocité à la France. Quand la France vous envoie un ministre à l'aéroport, vous recevoir, vous, président, quand le président français vient au Sénégal, vous lui envoyez un ministre de la Culture, un ministre de l'Éducation qui va l'accueillir à l'aéroport. Voilà, moi je rêve d'un président comme ça. Et un jour, le Sénégal aura un président qui aura cette posture et qui montrera et qui assumera notre souveraineté. Parce qu'un État souverain, c'est un État qui prend ses choix et les assume. Mais dire que je suis un État indépendant, je suis une république, je suis un État souverain alors que tu n'as pas ton propre système éducatif, tu ne peux pas changer ton système éducatif, c'est la France qui dicte sa loi. Le deuxième changement que je veux ajouter dans notre système éducatif, c'est l'introduction de l'éducation religieuse. On ne peut pas séparer l'individu de sa foi. Tous les pays, même les États-Unis, un pays démocratique, parce qu'ils parlent de pays de grande démocratie, même aux États-Unis, on apprend la religion à l'école. Mais ce n'est qu'au Sénégal où on vous dit, au nom de la laïcité française, on interdit l'éducation religieuse à l'école. Alors que nous, au Sénégal, que ce soit pour les musulmans comme les chrétiens, nos guides religieux, musulmans comme chrétiens, que ce soit le clergé avec l'archevêque de Dakar, il a fait une conférence de presse pour demander l'introduction de la catéchèse à l'école publique. C'est la même chose pour ici au Sénégal également. Les foyers religieux comme Touba, Ndiassane, Tivaouane, ils exigent aujourd'hui l'introduction de l'éducation religieuse, c'est-à-dire l'enseignement du Coran à l'école. À l'école publique. Mais tout ça, le président de la République ne peut pas le faire parce que c'est un président qui est vraiment à la remorque de la France. Le président Macky Sall n'est pas un président, il n'a même pas le rang d'un président de la République. Il a un rang de chef de canton. C'est-à-dire c'est la France qui dit ce que le Macky Sall doit faire. Donc Macky Sall n'est pas un président, il n'a pas le rang d'un président de la République. Donc moi j'attends du Sénégal qu'on ait un président qui croit en la République, qui va poser le débat du franc CFA, qui va oser dire que nous, le Sénégal, nous sommes un État indépendant et l'assumer.
Parce que nous, c'est nous qui aidons la France, ce n'est pas la France qui nous aide. Nous avons tout dans notre pays, c'est la France qui pille nos ressources, c'est la France qui exporte nos minerais, c'est la France qui exploite notre gaz et notre pétrole, notre zircon, nos phosphates. C'est tout cela qui fait que le Sénégal ne peut pas se développer. Donc moi je pense qu'il faut une réforme à ce niveau. Pendant ce temps, M. Ndambodj, le président de la République, Macky Sall, que vous avez donc cité tout à l'heure, est en tournée économique après le Nord, après le centre. Le président de la République fait cap sur le Nord. Votre appréciation, M. Mbodj, sur cette tournée du président de la République? D'abord, les journalistes parlent de tournée économique. Macky Sall n'est pas en train de faire une tournée économique, il est en train de faire une tournée politique. Il y a une différence. Non, une tournée économique, quand on le fait, on s'entoure d'entrepreneurs, on s'entoure d'économistes, on s'entoure de gens qui sont dans le secteur du business pour pouvoir booster le terroir. C'est ça une tournée économique. C'est-à-dire que le président Macky Sall, il n'est pas dans ça. Le président Macky Sall est dans une tournée politique parce que si vous l'entendez dans son discours, il leur parle des prochaines élections locales parce qu'il sait que s'il n'entre pas dans la danse, la chute sera terrible pour lui. Parce qu'il sait que pendant les élections locales, il ne pourra pas battre campagne. Donc il est en campagne électorale, c'est-à-dire avant la lettre. C'est-à-dire qu'il sait qu'en janvier, les élections vont se tenir, il ne pourra pas descendre sur le terrain pour battre campagne. Maintenant, il est en train de faire campagne avant la campagne électorale. Donc d'ailleurs, ça pose problème. Parce que le président de la République n'a pas le droit d'attendre qu'on soit à quelques mois des élections locales. Il fait le tour du Sénégal pour unir ces responsables qui sont en conflit, pour les préparer à aller à des élections locales. Je pense que ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi il n'est pas dans une tournée économique, mais Macky Sall est dans une tournée politique. Il est en train de préparer les élections locales et il faut que tous les Sénégalais le sachent. Donc c'est ça mon appréciation. Mais heureusement que partout où il est allé, il a été hué. Ah mais non, quelque part, il a été chaleureusement accueilli dans les différentes localités. Je ne le pense pas. On a vu les images hier à Saint-Louis. Ou non, les images qui ont été montées par qui? Par Rien Tous les Soirs, vous voulez dire, parce que c'est la RTS qui a montré les images. Je vous dis, Rien Tous les Soirs n'est pas fiable. C'est la RTS qui montre ces images-là. Mais les vraies images que nous avons vues, c'est parce que le président Macky Sall a été hué partout. Partout. Maintenant, la RTS a fait ses montages pour montrer que le président Macky Sall a été bien accueilli parce que c'est un média d'État, c'est-à-dire un média de propagande. La RTS n'est là que pour la propagande. Mais je vous dis, le président Macky Sall sait que les Sénégalais ne sont pas avec ce qu'ils veulent faire dans ce pays. Et il est aujourd'hui partout vomi par les Sénégalais. C'est ça ce que tout le monde constate. Partout où il va, s'il laisse les Sénégalais s'exprimer, les Sénégalais ne sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Monsieur Ndambodj aujourd'hui est engagé dans l'espace public sénégalais. Donc on vous connaissait depuis plusieurs années pour vos activités syndicales, mais vous êtes en plein dans le champ politique. Qu'est-ce qui fait courir justement monsieur Ndambodj? Mais moi je ne suis pas dans le champ politique. Être dans le champ politique, c'est être dans un parti politique. Mais moi je ne suis dans aucun parti politique. Qu'on me donne un seul exemple où Ndambodj a été politique. Moi, je ne suis pas politique. Avec les politiques. Non, non. La société civile, quand l'état de droit, quand la démocratie est menacée, mais c'est normal que la société civile soit avec les partis politiques pour défendre l'état de droit. Mais ça, c'est pas faire de la politique. Moi, je ne suis pas partisan. Si on parle d'un homme politique, c'est quelqu'un qui est partisan, qui est d'un parti. Moi, je ne suis d'aucun parti. Je n'ai pris la carte d'aucun parti. Je n'ai assisté à aucun meeting d'un parti. Je n'ai pris part à aucune activité d'un parti. Donc je ne suis pas un politicien. Mais je suis politique. Il y a une différence. Être un politicien et être politique. C'est quoi être politique? C'est que j'ai des positions politiques sur la marche démocratique de notre pays. Sur toutes les questions nationales, moi j'ai un point de vue. Ouais. J'ai mon avis. Comme tout citoyen. Ah oui, comme tout citoyen. Il ne faut pas que les politiciens nous terrorisent et nous stigmatisent. Ils nous disent, vous n'êtes pas des politiciens, vous n'avez pas droit à la parole. Mais pourquoi les politiciens ont le droit de parler de tout? Mais nous, en tant que membres de la société civile, quand un débat national se pose, on n'a pas le droit de donner notre avis. Mais au nom de quoi? C'est-à-dire que nous, on n'acceptera pas d'être terrorisés. Moi, je n'ai jamais été terrorisé depuis ma tendre enfance. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va me terroriser. Maintenant, donnez mon avis. Si c'est ça qu'ils appellent faire de la politique, ils n'ont rien compris. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai jamais participé à une activité politique. Je ne siège dans aucun bureau politique. Donc moi, quand même, on ne peut pas me taxer d'être politicien. Maintenant, quand je donne un avis sur la marche du pays
On me dit, je n'ai pas le droit de le faire parce que je donne un avis politique, c'est parce que c'est le niveau du débat qui est rabaissé. Mais malheureusement, au Sénégal, on doit élever le niveau du débat. Qu'on comprenne que dans un pays, il y a les politiciens, mais également il y a les corps intermédiaires. Et nous, les syndicats, nous sommes membres de la société civile qu'on appelle les corps intermédiaires. Et je resterai dans ça, et ça, ce n'est pas nouveau. Ce sont les gens qui ne m'ont pas suivi avant qui pensent que je viens de sortir du néant comme ça et de parler de ces questions nationales. Je vous donne quelques exemples pour vous montrer cela. Le 22 juin 2011, quand on était dans la salle Daniel Brottier, c'est-à-dire la veille du 23 juin, la date fatidique du 23 juin, mais le 22 juin, j'étais dans la salle Daniel Brottier. J'étais sur la liste de ceux qui devaient prendre la parole. Et pourtant, avant qu'on arrive à mon tour de parler, mais les échauffourées avaient commencé. Donc c'est pourquoi moi, je n'avais pas pris la parole dans la salle. Mais pourquoi on était dans la salle? Pourtant, Macky Sall et ses partisans, ils étaient dans la salle. Même s'il n'était pas lui ce jour-là dans la salle, beaucoup de militants de l'APR, beaucoup de responsables de l'APR étaient dans la salle. Donc moi, à l'époque, j'étais contre le ticket présidentiel. C'est-à-dire que le président Abdoulaye Wade, à l'époque, qu'il touche à la Constitution pour essayer donc de passer au premier tour avec le quart bloquant. Pourtant, à l'époque, tous ces gens-là qui dirigent le pays, ils ne m'avaient pas dit Dambodj, sors du débat. Parce que tu es un syndicaliste. Ils m'avaient laissé cheminer avec eux à la place de l'Obélisque, faire les marches avec eux pour exiger le respect de la Constitution de notre pays. Mais c'est eux-mêmes aujourd'hui qui me diabolisent, qui disent que Dambodj doit sortir du débat public. Donc moi je pense que moi je n'ai pas changé, je reste Dambodj. Je ne suis pas un politicien. Quand on veut toucher à la Constitution de notre pays, pour changer la Constitution de notre pays, je m'oppose à cela. C'est tout le sens de mon combat. Je ne suis avec personne. Même les derniers événements qui sont déroulés au Sénégal, en mars dernier, j'étais parmi les gens qui étaient très visibles. Mais ça ne veut pas dire que je suis un politicien, mais j'avais mon avis sur la question et je l'ai donné. Nous y reviendrons. Nous sommes à quelques mois, un peu 6 mois, je dirais, des élections locales. On peut être informé d'une quelconque candidature de Dambodj dans une mairie, c'est possible? Non, moi je ne suis pas candidat. Les élections locales à venir, je le dis devant tous les Sénégalais. J'ai le droit d'être candidat parce que les membres de la société civile peuvent être des candidats. D'ailleurs, dans les pays qui se respectent, où vraiment on a une démocratie équilibrée, les membres de ceux qui sont de la société civile, ils participent dans les élections locales et ils deviennent des maires. Parce que quand on a beaucoup de maires qui ne sont pas des politiciens, qui sont de la société civile, ça donne quand même du tonus à nos terroirs. Moi, je pense que ceux qui sont de la société civile, qui veulent être candidats, ils doivent le faire. Moi, malheureusement, je ne suis pas concerné, je ne suis pas intéressé. Mais si j'étais intéressé, j'allais le faire parce que j'en ai le droit, sans être un politicien. Parce que les élections locales, ce n'est pas des élections pour les politiciens. Les élections locales, c'est pour développer nos terroirs. D'ailleurs, au contraire, c'est les communautés qui devaient exiger même et qui devaient voter pour les gens qui ne sont pas des politiciens. C'est-à-dire les élections où on vote politique, c'est l'élection présidentielle. Mais dans tous les pays où il y a une forte démocratie, les élections locales et les élections législatives, ce sont des gens qui sont dans d'autres secteurs, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui compétissent, qui gagnent les postes et qui représentent le pays. Maintenant, ceux qui sont des politiciens se battent au niveau du gouvernement, au niveau des élections présidentielles. C'est là où vraiment on parle de politique politicienne, c'est là où souvent sont concentrés les politiciens. Mais les élections locales et les élections législatives, normalement, ceux qui sont de la société civile doivent y prendre part et doivent être très visibles. Mais moi, personnellement, je suis d'une localité qui s'appelle Géoul. C'est une commune rurale. Mais moi, vu ce qui se passe au niveau des collectivités locales et vraiment le sabotage du gouvernement au niveau des collectivités locales, moi, pour le moment, je ne suis pas intéressé par une commune. Donc, je préfère garder ma neutralité. Vous dites pas neutre, parce que j'ai le droit de soutenir qui je veux. Ouais. Je soutiendrai des candidatures, mais moi, je ne suis pas candidat. Peut-être c'est pour ces élections, on peut s'attendre dans d'autres élections à voir Dambodj. Mais pourquoi pas? Moi, je suis sénégalais, j'ai le droit d'être candidat à n'importe quelle élection au Sénégal. Parce que j'ai le droit d'être candidat, ce n'est pas interdit. Donc le jour où je voudrais être candidat à une élection, je le ferai. Mais pour le moment, je vois que le Sénégal a un bon candidat ou 2 bons candidats ou 3 bons candidats que j'ai vus sur le terrain. Pour moi, ils peuvent
valablement diriger ce pays. Si c'est une élection présidentielle. Quels sont ces candidats? Non, je préfère ne pas citer. Mais Ousmane Sonko, c'est votre ami, vous voulez dire? Non, ce n'est pas mon ami. Ousmane Sonko n'est pas mon ami. Ousmane Sonko est un leader politique que je respecte beaucoup. Quand il a créé son parti en 2015, il m'a rencontré dans un restaurant à Dakar. Il m'a dit, mon profil l'intéresse. Il venait de créer le PASTEF. Il m'a dit, je veux que tu viennes rejoindre le PASTEF. Je lui ai dit, Ousmane, tu es un jeune. Nous sommes de la même génération. Nous avons fait la même université parce que nous sommes sortis tous les deux de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je lui ai dit, et vous, je vous encourage parce que moi, je veux avoir à la tête de mon pays des jeunes responsables, des jeunes bien formés et vous l'êtes. Mais malheureusement, je ne suis pas un politicien et je ne veux pas être dans le débat politique. Donc je lui ai dit que moi, je ne veux pas te rejoindre dans le PASTEF. Et c'est la même position que j'ai. Ce jour-là, on a discuté pendant 2 heures, on a échangé des numéros, c'était tout. On ne s'est jamais vu après. Il n'est jamais venu me voir dans mon bureau. Moi aussi, je ne l'ai pas fait. Donc, on ne s'est jamais rencontré, Ousmane. À part ce qui s'est passé en mars, quand il est sorti de prison, il est venu me voir, Ousmane Sonko. Quand il est venu me voir, son assistante qui m'a appelé, je lui avais même dit de ne pas organiser cette rencontre parce que ça va créer beaucoup de supputations. Les gens vont encore dire, voilà Dambodji avec Ousmane Sonko. Mais malheureusement, Ousmane a insisté pour me voir. Parce qu'il a dit qu'il était en train de faire le tour des responsables du pays, des responsables au plan syndical, politique et de la société civile de manière générale. Et donc, il m'a dit, je voulais venir vous rencontrer et vous remercier. J'étais obligé, in fine, d'accepter. Il est venu, et quand il est venu, je lui ai dit, Ousmane, tu sais, il faut que le débat soit clair. Moi, je ne suis pas dans ton parti. Je ne suis pas de PASTEF. Mais si c'est pour les événements qui se sont déroulés, j'ai donné mon point de vue. En tant que leader syndical, en tant que leader d'opinion, j'ai analysé la situation. J'ai vu clairement que le régime en place voulait éliminer un candidat dont ils avaient peur. Parce que Ousmane Sonko fait peur. On avait une élection présidentielle où il y avait le premier, le deuxième et le troisième. Le premier et le deuxième, ils sont ensemble. Il reste le troisième. Donc c'est le troisième qui est l'opposant le plus redoutable donc de notre pays. Mais c'est normal qu'ils essaient. Pour qui connaît le président Macky Sall qui a peur de la confrontation et de l'adversité, mais il voulait l'éliminer. J'imagine que vous ne parlez même pas d'Idrissa Seck maintenant. Non, mais je ne parle pas parce qu'Idrissa Seck est avec Macky Sall. Maintenant, ils sont ensemble, ils parlent de leur coalition. Comment, je ne sais pas comment ils ont appelé la coalition. Mais je veux dire que moi, j'ai donné mon point de vue. Moi, je ne suis pas avec Ousmane Sonko. Je n'ai jamais été dans un parti politique aussi. Mais quand j'ai vu les événements, je me suis réveillé le 3. Comme tous les Sénégalais, on nous parle d'un cas de viol. Moi, j'ai analysé ce qui s'est passé pendant une semaine. Et vers le 10, j'ai regardé tout ce qui s'est passé au niveau du pays. J'ai analysé le contexte. J'ai analysé les discours de tout ce qui était dans ce salon. J'ai écouté les protagonistes de cette affaire. Mais j'ai dit tout de suite que c'est un complot et qu'ils voulaient l'éliminer tout simplement. Parce que tout montrait qu'il n'y avait pas de viol. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu quelque chose entre les deux. Mais s'il y a eu quelque chose entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, 2 adultes, mais en quoi ça me concerne moi, Dambodji? En quoi ça vous concerne ou le procureur de la République ou le président de la République? Mais ça ne concerne personne. Quand deux adultes se rencontrent et qu'il y ait quelque chose entre eux, mais moi, est-ce que je suis plus juste que Ousmane Sonko? Mais moi, je suis libre. Donc Ousmane aussi est libre. Et puis, on n'est pas en train de chercher un imam. On cherche un président de la République. C'est-à-dire que dire qu'il y a eu quelque chose entre eux ou pas, ce n'est pas le débat. Même la concernée, quand elle a fait sa conférence de presse, elle a dit clairement que moi, je ne parle plus du viol. Donc, même la concernée a écarté la thèse du viol. Elle a dit que Ousmane Sonko jure s'il y a eu quelque chose ou pas entre lui et moi. Donc, le débat est clos. Moi, je pense que s'il y a eu quelque chose entre eux, ça ne nous concerne pas, nous. Ça ne nous concerne pas. Ça participe justement sur la crédibilité de la personne d'Ousmane Sonko. Non, ce n'est pas une question de crédibilité. Avoir une relation avec une fille ne peut pas entamer la crédibilité d'une personne. Mais il faut que les gens arrêtent aussi. Mais nous, qui dans ce pays peut jurer qu'il n'a jamais eu une relation avec une fille? Il faut que les gens arrêtent. C'est qu'au Sénégal, comme je dis en Wolof, il faut qu'on arrête le laïm. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui parlent, ils ne sont pas plus justes que Ousmane Sonko parce qu'ils sont en train de mener leur vie tranquillement. Donc moi, le débat là, ce que j'appelle le jugement moral, moi ça ne m'intéresse pas. Le jugement moral ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on l'a accusé de viol et tout montre qu'il n'y a pas de viol. Parce que moi, je n'ai jamais vu dans la vie une personne qui est violée et qui organise son viol. Et dans cette affaire, on voit nettement que c'est Adji Sarr qui est allé plusieurs fois
même s'enquérir de Ousmane Sonko pour dire à sa patronne ou le mari de sa patronne, mais où est Ousmane Sonko? Appelez-le pour qu'il vienne. Mais moi, j'ai jamais vu une personne organiser son viol. C'est pourquoi il n'y a pas de viol. Et puis, dans cette affaire, quand vous prenez ce qu'a dit la patronne de Adji Sarr, qui dit que pendant que j'étais dans l'enquête préliminaire, une personne m'a appelé, le gendarme enquêteur m'a demandé de mettre le téléphone en mode main libre pour qu'il puisse entendre ce que la personne me disait. Et la personne qui était au film m'a dit, si vous pensez que les 15 millions que nous vous proposons pour salir Ousmane Sonko, ce n'est pas suffisant, on peut augmenter à 40 millions. Mais le débat est clos. D'accord. Il n'y a pas de viol. C'est des gens qui sont derrière et qui sont en train de manipuler et c'est ma conviction. D'accord, c'est votre conviction et on vous respecte dans ça. Ces derniers temps, nous avons vu Adama Faye critiquer vigoureusement le chef de l'État et son parti. N'est-ce pas là un sanglant réponse, démenti plutôt à ceux qui pensaient que nous sommes dans une dynastie Faysal? C'est une dynastie Faysal. Ah bon? C'est pas parce qu'Adama Faye qui est... Sans la démocratie? Non, il n'y a aucune démocratie. Il faut que les Sénégalais, c'est trop facile de les divertir. Ouais. Non, ne soyons pas divertis. Adama Faye, après 9 ans avec Macky Sall, il sent peut-être que Macky Sall va perdre le pouvoir, il veut sortir de cette affaire. Comme si vraiment on peut tromper les Sénégalais. Tu restes 9 ans avec ton beau-frère qui est président. Tu jouis de tous les avantages. Et oui, à 2 ans et demi de la fin de son règne, parce que Macky Sall ne peut être candidat. En 2024, Macky Sall ne peut pas être candidat. Il a terminé ses 2 mandats conformément aux dispositions de la Constitution de notre pays. Et s'il cherche à faire un 3e mandat, il nous trouvera sur son chemin. Nous allons faire face parce que le président Macky Sall ne peut plus être candidat en 2024. D'accord, d'accord. Donc, moi je pense que Adama Faye est en train de nous divertir, nous les Sénégalais. Pendant 9 ans, il a joui des avantages du régime du président Macky Sall. En tant que son beau-frère, on lui a donné tous les avantages. Comme on a donné tous les avantages à tous les frères à la première dame. Donc, ils ont joui de tous les avantages pendant 9 ans. Maintenant qu'ils sentent qu'il ne leur reste que 2 ans au pouvoir, oui, Adama Faye sort pour attaquer Macky Sall, pour nous divertir, pour attaquer son beau-frère. Moi, Dambo, je ne suis pas de ceux qu'on divertit. Ils doivent arrêter ce cirque et parler des questions sérieuses parce qu'aujourd'hui, on leur a donné un pays. Et aujourd'hui, après 9 ans, à l'heure du bilan, on voit encore que c'est au Sénégal où on a un budget de 4 000 milliards que nous avons des abris provisoires partout. Moi, j'ai fait le tour de la Casamance. Il ne me reste que le département d'où je suis. Partout où je suis allé, il y a des abris provisoires. Les enfants, actuellement, quand il pleut, ils ne peuvent pas étudier. Et pourtant, on nous promet que cela est une... On nous parle d'un pays émergent où, quand on est malade, on ne peut pas se soigner. Okay. On nous parle d'un pays émergent où les femmes continuent à accoucher sur des charrettes. C'est ça le Sénégal émergent de Macky Sall. Avec un budget de plus de 4 000 milliards, il peut se payer un avion présidentiel et un bateau de plaisance pour se faire plaisir et faire plaisir à sa femme et ses proches. Mais ça, dans quel pays sommes-nous? Moi, je pense qu'il faut qu'on nous respecte. Voilà, donc moi, je ne fais pas partie des Sénégalais qu'on divertit. Cette affaire-là est un épiphénomène. Okay. Que Adama Faye critique Macky Sall. Après avoir joui de tous les avantages pendant 9 ans, moi je n'y accorde aucune importance. Et donc, M. Mbodji, vous connaissez d'abord très critique, mais en tant que syndicaliste, j'imagine que vous avez sauté jusqu'au plafond quand le président Macky Sall a annoncé que a pris la décision de doubler justement l'avance de Tabaski de 50 jusqu'à 100. Qu'un syndicaliste n'ose cracher là-dessus? Non, je crache tout de suite là-dessus. Ah bon? Je crache tout de suite là-dessus parce que ça n'a aucun caractère important. 50 à 100? Non, 50 à 100. Il faut que les Sénégalais comprennent que l'avance Tabaski, c'est l'argent des enseignants. Ce n'est pas de l'argent qu'on leur a donné. Les enseignants avaient 50 000 francs d'avance Tabaski. L'avance Tabaski, après la Tabaski, tu commences à payer. Chaque mois, on te prend 5 000 francs. Pendant 10 mois, c'est 50 000. Maintenant, il va à 100 000 francs. Ce qui va changer, c'est après la Tabaski, au lieu de payer 5 000, comme avant, l'enseignant, on va lui couper 10 000. Et ça va faire, pendant 10 mois, ça va faire 100 000. Quelle est la différence? Il faut que les gens soient sérieux. C'est-à-dire tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans notre milieu. Tous les Sénégalais qui en parlent, ils ne comprennent absolument rien. Et même les gens de l'APR, ils sabotent. Parce qu'ils disent que oui, Macky Sall a doublé l'avance Tabaski. Mais l'avance Tabaski, c'est un prêt. Ce n'est pas de l'argent qu'on nous a donné gratuitement. C'est votre propre argent. C'est notre argent. Même si c'était 200 000. Mais ils pouvaient le faire à 200 000. Parce que même s'il nous donne 200 000 avance Tabaski, mais il va couper 20 000 francs par mois.
pendant 10 mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sérieux. Donc ça ne mérite même pas qu'on s'y attarde. C'est de l'argent qu'on nous a donné qu'on va rembourser. C'est aussi simple que ça. Mais au même moment, qu'est-ce qu'il a dit? Au même moment, le président Macky Sall a dit qu'il va arrêter le prêt DMC. C'est plus sérieux. Le prêt DMC, c'est 5 millions qu'on accorde. C'est un prêt aussi. Mais même ce prêt de 5 millions, il a dit qu'il ne peut pas le faire. Et pourtant, ça a été créé en 1982 sous le régime du président Abdou Diouf. C'était 2 millions. Le président Abdoulaye Wade l'a augmenté à 5 millions en 2006. Et il l'a respecté jusqu'en 2012. Depuis 2012, le président Macky Sall a bloqué le prêt DMC. Le prêt DMC, c'est 5 millions qu'on octroie aux fonctionnaires, donc dont les enseignants, et qui leur permettent d'avoir un toit. C'est-à-dire, si vous donnez 5 millions à un enseignant ici à Ziguinchor, il a un terrain, par exemple, à Oussouye ou à Bignona ou ailleurs, mais il prend son terrain, il va construire. Parce qu'il a 5 millions. C'est ça, aider beaucoup d'enseignants à avoir une maison. Mais aujourd'hui, le président Macky Sall, après avoir bloqué ça pendant 9 ans, il vient de dire qu'il n'a pas les moyens de le faire comme ses autres prédécesseurs. Et pourtant, Abdoulaye Wade l'a respecté avec 2000 milliards de budget par an. Abdou Diouf l'a respecté avec 800 milliards de budget par an. Donc ça veut dire pour vous dire que le président Macky Sall n'a que du mépris pour les enseignants. C'est-à-dire si vraiment les enseignants ont des regrets à formuler, c'est d'avoir vraiment laissé, de n'avoir pas lutté contre le président Macky Sall pour qu'il ne puissent pas avoir la possibilité de décider de leur vie comme il le veut. Parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall fait ce que bon lui semble. Au niveau de l'école, il sabote la carrière des enseignants. Les enseignants n'ont plus leurs actes d'avancement, leurs actes de validation, leurs actes d'intégration. Les enseignants souffrent sous le régime du président Macky Sall. Ils n'ont jamais souffert sous un autre régime de cette façon. Donc, moi, je suis désolé, mais cette avance Tabaski ne mérite même pas un débat. Le vrai débat, c'est que le président Macky Sall a décidé d'arrêter ou de mettre fin aux prêts DMC, c'est-à-dire les prêts qui aident les enseignants à avoir une maison. C'est ça le débat. Une avant-dernière question. Le vendredi dernier, nous avons constaté sur beaucoup de localités la manifestation du mouvement M2D. Est-ce que ceci n'est pas une réponse à la tournée du président Macky Sall, selon vous? Oui, mais ça ne se limite pas à une réponse du président Macky Sall parce que pourquoi les gens se sont mobilisés? Parce qu'après les manifestations de mars dernier, on a vu encore que beaucoup de manifestants sont encore en prison. Mais injustement en prison parce qu'il a libéré beaucoup de prisonniers. Mais pourquoi il veut maintenir d'autres en prison? Nous voulons que les détenus politiques qui sont dans les prisons, ici à Ziguinchor et à Diourbel, soient libérés. C'est ça la position que nous avons. Parce que le président Macky Sall, tout ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de terroriser les Sénégalais pour qu'on le laisse faire ce que bon lui semble. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire qu'il laisse certains en prison parce que le message qu'il veut lancer, c'est de leur dire que si vous participez à des manifestations et je vous mets en prison, vos dirigeants et autres, ils vont vous oublier là-bas. Comme ça, il va faire de telle sorte que quand on va demander encore aux Sénégalais de sortir, ils ne vont pas sortir. C'est ça ce qu'il cherche à faire passer. Maintenant, nous avons compris son jeu. Nous allons continuer à manifester. Il a libéré après les manifestations quelques prisonniers politiques, mais à Diourbel. Mais nous allons continuer la mobilisation et nous allons l'accentuer partout dans le pays pour exiger le respect de nos droits. Parce que le droit de manifestation est consacré par la charte fondamentale de notre pays. Donc c'est ça la position que j'ai sur la question. Nous n'allons pas le laisser faire ce que bon lui semble. Après juste votre sortie, vous étiez reçu par le Khalife général des Mourides. Un de nos confrères a écrit une chronique là-dessus, se posant des questions. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la cour du chef du Khalife général des Mourides pour que le Khalife reçoive Dambodj et consorts? Quel commentaire? Le commentaire, je l'ai fait. À l'époque, je lui avais dit quand même qu'il avait raté une belle occasion de se taire. Parce que ce n'est pas à un journaliste de dire qui doit être reçu par le Khalife général des Mourides ou pas. Donc franchement, ça a été une grosse erreur de sa part, j'allais dire même une grosse bêtise. Maintenant, je pense qu'il l'a regretté. Il est allé même à Touba, le Khalife général des Mourides a parlé et nous pensons que quand le Khalife parle, nous on se plie à la décision du guide religieux. Donc, Seigneur Mountakha Mbacké est là pour tous les talibés. Il est là pour tous les Sénégalais. Donc, il n'est pas partisan. Parce que
Lui, il sait très bien, c'est ce journaliste-là qui l'a dit, parce que si Seigne Mountakha faisait la sélection de gens qu'il reçoit et de gens qui ne reçoit pas, il n'allait pas recevoir ces politiciens qui volent notre argent. Parce que c'est de grands voleurs, attendez, parce que nous avons des politiciens qui volent notre argent chaque jour. Et pourtant, ils vont à Touba. Donc, le Khalif général des Mourides, il reçoit tout le monde. C'est d'ailleurs ceux qui sont vraiment dans des situations qui ne les honorent pas, qui doivent aller là-bas pour se purifier, qui doivent aller là-bas pour vraiment recevoir les bénédictions du Khalif et pour qu'ils puissent changer. C'est ceux qui doivent changer. Ceux qui sont dans des pratiques peu orthodoxes. Ce sont ces gens-là qui doivent aller rendre visite à nos guides religieux. Pour que s'ils reçoivent les bénédictions de nos guides religieux, qu'ils puissent vraiment changer. Mais donc ce journaliste-là s'est trompé. Et donc puisque le Khalif a dit qu'il a pardonné, nous pensons que ce débat-là est derrière nous. En dernière question, cette histoire des LGBT, ça a fait le tour apparemment des débats politiques publics ici au Sénégal. Votre commentaire sur ça? On avait même entendu que Dambodj est classé comme persona non grata en France. Vous confirmez cela? Oui, je confirme ça. Cela, non, ce n'est pas encore décidé officiellement. Les homosexuels de France ont écrit à leur ministre de l'Intérieur pour lui demander de nous mettre sur la liste rouge. C'est-à-dire que des guides religieux, des khalifs généraux, des imams, des leaders d'opinion comme moi, j'en fais partie, je fais partie de la liste, ils nous ont dit que ces gens-là, puisque c'est des radicaux et qu'ils combattent les homosexuels, ils ne doivent plus venir en France. Moi, quand j'ai reçu l'information, j'étais très content. 6 mois, on m'interdit d'aller en France parce que je combats l'homosexualité. Mais c'est une grande victoire pour moi. Parce que moi, je considère que cette vie-là est éphémère. Nos vies humaines-là sont très éphémères. Je souhaite que le jour du jugement dernier, que je fasse partie avec cet acte que je pose, que je puisse avoir la bénédiction divine. Moi, avoir la bénédiction divine est mieux pour moi que d'avoir des bénédictions sur terre, d'avoir des avantages terrestres. Parce que les homosexuels contrôlent le monde. Ils contrôlent l'économie mondiale. Vous avez vu la déclaration de Joe Biden, qui a dit que tous les pays qui ne permettront pas aux homosexuels de vivre leur homosexualité, nous allons bloquer leur financement. Oui, c'est possible parce que quand on contrôle 17% donc des avoirs de la Banque mondiale et du FMI, on peut avoir une telle déclaration parce que Joe Biden, c'est le grand protecteur des homosexuels. D'ailleurs, c'est lui qui, pour la première fois aux États-Unis, on le nomme président de la République, on l'élit président de la République, il nomme un ministre homosexuel qui, pendant la passation de service, il présente les Américains, son mari qui est un homme comme lui, pour la première fois. Donc moi, je dis, les homosexuels n'auront jamais pignon sur rue au Sénégal. Nous allons les combattre. Moi, je ne m'en cache pas. J'ai le courage de mes idées. Et même le président Macky Sall aujourd'hui, qui a signé des conventions au plan international pour les soutenir, les homosexuels, malgré ces déclarations. Vous avez vu la grosse bourde avec votre consoeur là, qui a parlé devant Macky Sall pour dire, président, dis aux Sénégalais que tu es contre l'homosexualité. Qu'est-ce que répond Macky Sall? Non, dis ça toi-même. Macky Sall n'ose pas le dire. Macky Sall n'ose pas parler publiquement et dire qu'il est contre les homosexuels. Il n'ose pas le faire. Mais nous allons le contraindre à signer, même s'il ne signe pas la pétition, nous allons déposer sur la table du président de la République et du président de l'Assemblée nationale une proposition de loi qui criminalise l'homosexualité au Sénégal parce que c'est en porte-à-faux avec nos réalités socio-culturelles, c'est en porte-à-faux avec nos religions, c'est en porte-à-faux avec notre foi. Et nous, les Sénégalais, nous sommes libres de dire que nous, dans notre pays, on n'acceptera pas ces saletés. Merci. La France ne peut pas interdire la polygamie dans son pays et venir propager l'homosexualité dans notre pays. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous sommes contre l'homosexualité et l'homosexualité ne va jamais se propager au Sénégal. Sinon, ils marcheront sur nos cadavres. C'est aussi simple que ça. Il est le secrétaire général du QCM. Mais je dois préciser quand même qu'ils peuvent le faire en privé. Celui qui est homosexuel en privé, nous, ça ne nous dérange pas. Mais le faire publiquement, organiser des mariages gays, organiser des marches gays au Sénégal, ça n'aura jamais lieu, Inch'Allah. Merci, M. Dambodj, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous vous en remercions infiniment. On vous donne rendez-vous très prochainement ici à Ziguinchor. Merci beaucoup parce que, Inch'Allah, nous allons revenir. Parce que vraiment, l'élan de sympathie que j'ai noté à Ziguinchor, de Adéane à Ziguinchor jusqu'à vraiment Bignona, partout où nous sommes passés, les anciens nous ont accueillis, jusqu'à Tchonkessil. Les gens sont sortis en masse, nous accueillir
et adhérer dans notre syndicat. Beaucoup d'enseignants, des centaines d'enseignants dans cette tournée seulement ont démissionné de leur syndicat pour venir nous rejoindre. Ça veut dire qu'ils nous font confiance, mais comme je vous ai dit, la confiance est une lourde responsabilité parce que les attentes sont nombreuses et nous devons mériter cette confiance. Donc vraiment, nous ne regrettons pas d'avoir fait ce séjour à Ziguinchor et Inch'Allah, nous allons revenir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers internautes et auditeurs, vous qui nous suivez tout au long de cet entretien avec M. Dambodj. Nous vous en remercions infiniment en vous donnant rendez-vous très prochainement pour un autre numéro avec un autre leader. C'est sur les ondes de la 89.3, mais également sur le groupe Média du Sud. C'était Ansoumana Da Silva à la présentation, Lansana Sadio à la réalisation, Sekou Sek s'occuper des images. À très bientôt.